Bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Deuxième décollage manqué pour Camerco. La compagnie aérienne nationale annule la reprise de ses vols commerciaux prévus ce vendredi. Le top management évoque des problèmes d'assurance, mais au-delà de ce nouveau report, des experts questionnent la viabilité d'une compagnie qui cumule des milliards de francs CFA de dettes. Et puis hors de nos frontières, dernières opérations de charme des candidats auprès des électeurs en Guinée-Conakry. La campagne électorale s'achève ce vendredi. À suivre dans ce journal les temps forts de derniers meetings avec nos envoyés spéciaux sur place en Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, nouveau faux départ à Camerco. La reprise des vols commerciaux n'a pas eu lieu ce jour comme prévu. Le top management évoque les problèmes d'assurance d'un deuxième renvoi de la reprise de ces vols qui renforce ainsi l'image d'une compagnie au bord de la faillite. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chouna, Donald Brice. Difficile de dissimuler sa gêne lorsqu'il a fallu annoncer le report à une date inconnue de la reprise des vols de l'entreprise. Tard jeudi, soit quelques heures avant la date du vendredi 16, arrêté après un premier envoi comme date de reprise des dessertes, le patron de Camerco devait pourtant annoncer la mauvaise nouvelle. La reprise des vols est reportée à une date qui sera communiquée en tenant compte de la finalisation des diligences chez l'assureur. L'assurance, il s'agit de celle de son avion Boeing 737 de 144 places loué pour 3 mois en Ukraine pour la reprise des vols. D'après lui, Georges Dipendikotou, le coronavirus est à l'origine du prolongement des procédures d'assurance dans le secteur de l'aviation au niveau international. Les formalités administratives liées à la Global Aviation Insurance en cours de finalisation ont connu un rallongement des délais du fait des procédures nouvelles consécutives à la pandémie de la Covid-19, compromettant ainsi la programmation initiale. L'assureur de Camerco, dont le directeur général était présent à cette déclaration de presse, explique que le marché de l'assurance s'est considérablement dégradé au niveau mondial, rétrécissant ainsi les marges d'action des compagnies d'assurance, mais ce n'est que partie remise, nuance-t-il. Nous sommes jour et nuit sur les marchés pour convaincre, bien entendu, aux côtés d'AXA, leader de la réassurance de Camerco, pour convaincre les réassureurs de la place de Londres de prendre part au programme de réassurance de Camerco. Avec la force et la puissance du groupe AXA, nous sommes confiants qu'on va y arriver très rapidement maintenant. Donc c'est ce que je voulais dire, La situation économique de Camerco est-elle étrangère à ses difficultés actuelles? Rien n'est moins sûr. Avec 110 milliards de dettes, 65% de son personnel en congé technique en raison du coronavirus, l'Étoile du Cameroun affiche l'image d'une entreprise peu éloignée de la faillite. Et pour des experts des questions aéronautiques, ce nouveau report des vols commerciaux remet donc en cause une compagnie aérienne qui cumule des milliards de francs CFA de dettes et près de 6 mois de salaire impayés. Du coup, l'Étoile du Cameroun peine à illuminer le ciel camerounais. Le point dans ce reportage de Kediara Cédric Chouna. Alors que la compagnie aérienne nationale Camerco annonce un nouveau report de la reprise de ses vols internationaux pour rallongement des procédures administratives de l'aviation Venture due à la pandémie à Covid-19, David Sonati, ex-employé des aéroports du Cameroun, estime que les problèmes de la compagnie se trouvent ailleurs. Le problème de Camerco, c'est qu'il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas les gens compétents, on ne fait pas le planning. C'est comme l'expression dit, c'est la navigation à vue. Le défaut d'assurance est brandi dans l'opinion pour expliquer ces deux reports subis en l'espace d'une semaine. Le spécialiste des questions d'aéronautique poursuit. Il y a un problème de fond. Et même si l'assurance est payée, moi je suis persuadé que tôt ou tard, très tôt dans la reprise, il y aura d'autres problèmes. Alors que la compagnie cumule une dette évaluée à 110 milliards de francs CFA, un peu plus de 6 mois
de salaires impayés et de nombreux employés en chômage technique, David Sonaté pointe du doigt le problème du choix de l'équipe managériale. Le management est incapable, il est incompétent, il est mal choisi. Ce sont des opportunistes qui s'y trouvent à la tête. Je ne sais pas s'ils ne savent pas, mais pour tous ceux qui ont la caméra à cœur, qui voient les dirigeants actuels, on sait qu'ils ne sont pas compétents. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, c'est depuis de longues dates. Près de 8 mois après la suspension de ses activités et de report de reprise à une semaine d'intervalle, la compagnie aérienne nationale, Camerco, a décidément du mal à prendre son envol. Et dans ce journal, évoquons à présent ce conflit armé dans les régions anglophones. Une vingtaine d'otages respirent enfin l'air de la liberté au terme des combats. En captivité dans un camp des séparatistes, ils ont été libérés des griffes de leurs geôliers après avoir donc subi des tortures et sévices. Ces otages ont donc atterri sur la base militaire de Mabanda, dans la région du sud-ouest Cameroun. Ils racontent le calvaire dans ce reportage que signe Jean-Paul Chognat. Une vingtaine d'otages débarquant sur la base militaire de Mabanda dans la région en crise du sud-ouest. Captifs durant des mois aux mains des séparatistes, ils ont été libérés par les forces de défense et de sécurité après l'exécution de Ayeke, alias Général Manpas-Gon. Ayeke, ce n'était pas n'importe qui dans cette lutte, dans ces opérations qu'on menait. Avec sa disparition, on pourra mener, n'est-ce pas, à bien les futures opérations. Remis à leur famille, quelques-uns de ces otages, à visage couvert, décrivent toutes les tortures, à l'instar de ces scarifications marquées au vif dans leur chair. Le général Darman nous a averti que toute rencontre avec des militaires, c'est la mort assurée. Et que ces scarifications, c'est la protection. Et en nous identifiant comme Amba Boys, les soldats nous tueraient. Séparés et détenus dans 2 camps secrets baptisés Central Prison et Kondengi, les otages étaient malmenés de jour comme de nuit. Nous étions bastonnés, laissés affamés. Ils nous promettaient la mort à chaque instant. Ces 20 otages remis à leur famille, l'armée appelle les autres leaders sécessionnistes à déposer les armes. Il y a encore 2 ou 3 autres leaders qui sont toujours en brousse. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est que ce n'est pas la peine de chercher à insister, puisque leur cause est pratiquement vaine. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de se rendre. Sinon, les forces de défense et de sécurité vont continuer à faire leur travail. Président la célébration d'un air de liberté retrouvé pour ces anciens captifs, l'autorité administrative promet le pire aux Amba Boys encore en forêt. Je vais les pourchasser s'ils ne se rendent pas. Je suis le seul préfet de tout le sud-ouest habitué au coup de feu. Je vais les pourchasser jusque dans leur dernier retranchement. Depuis l'exécution d'Eke Fonte, alias Général Mad Dog à Bamenda, et Ayeke, alias Général Manpas-Gon au sud-ouest, le mouvement séparatiste montre de grands signes d'essoufflement face aux forces de défense et de sécurité, plus que déterminées à décapiter le mouvement sécessionniste de la République virtuelle de l'Ambazonie. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, Cabral Libye invite les Camerounais à se mobiliser pour dire non à la taxe douanière sur le téléphone ainsi qu'au scandale né des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM. Face à la presse ce jour à Yaoundé, le président du PCRN affirme que la nouvelle taxe viole la législation CEMAC et que le scandale du concours à l'ENAM prépare tout simplement un affrontement interethnique entre Camerounais. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. C'est pas la question de l'imputation de la taxation douanière sur le téléphone aux consommateurs que l'honorable Cabral Libye ouvre son échange avec les médias à Yaoundé. Pour le président du PCRN, cette nouvelle réglementation viole la législation CEMAC qui, selon la hiérarchie des normes juridiques, est supérieure aux lois camerounaises. Est-ce que le fait qu'on impute cette taxe aux citoyens est conforme même à la loi?
La législation CEMAC oblige les importateurs à se domicilier dans des banques. Et cette réglementation dit clairement qu'il appartient à l'importateur de s'acquitter des droits de douane. En aucun cas le citoyen. Le président national du PCRN ajoute qu'en imputant aux consommateurs la taxe douanière sur le téléphone, les pouvoirs publics consacrent la contrebande qu'ils prétendent pourtant combattre. On est en train de consacrer la contrebande, c'est-à-dire le commerce illicite, parce qu'au lieu de traquer le commerçant illicite et le contrebandier, on fait payer la facture de la contrebande et du commerce illicite aux consommateurs. Sur le scandale né des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM, le PCRN, à travers son président, affirme qu'il n'y a pas meilleure façon de préparer un affrontement interethnique au Cameroun. La question de l'ENAM, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'exacerbe. Elle prend des proportions plus inquiétantes. C'était déjà inquiétant, mais elle prend des proportions plus inquiétantes parce que ça devient ethniquement, communautairement clivant. Il n'y a pas meilleure façon de préparer des affrontements interethniques dans un pays. L'entrée à l'ENAM, comme dans plusieurs autres établissements publics au Cameroun, repose sur une politique de quotas qui consacre elle-même l'équilibre régional. Là encore, il y a problème, selon le PCRN, qui propose de remplacer l'équilibre régional par l'équilibre géographique. L'équilibre actuel est un équilibre ethnique qui se base sur la déclaration d'origine du candidat et surtout la consonance des noms. Nous proposons de fixer la sélection sur l'obtention géographique du dernier diplôme scolaire, c'est-à-dire le CEP, le BPC, le probatoire, le baccalauréat. C'est le lieu de déroulement des études secondaires, voire primaires, qui détermine le plus la difficulté d'accès à l'éducation. Qu'il s'agisse finalement du concours d'entrée à l'ENAM ou de la taxe sur le téléphone, Cabral Liby invite les Camerounais à se mobiliser pour dire non à cette forfaiture. Moi, j'ai envie de dire aux Camerounais, n'acceptons pas cela. C'est absurde, reconnaissons-le, et on ne peut pas laisser faire cela. Sur les modalités pratiques et la forme que prendra la résistance annoncée, l'honorable Cabral Liby donne rendez-vous dans les prochains jours. Cette information qui nous parvient à l'instant après 2 reports, Camerco annonce son premier vol pour le dimanche 18 octobre prochain. Cette nouvelle programmation concerne ces lignes internes, une nouvelle programmation des vols donc après l'aboutissement des formalités administratives liées à l'acquisition de son assurance d'après la communication de la compagnie aérienne du Cameroun. Des faits de société à présent. Dans ce journal, 3 personnes grièvement blessées dans un incendie à Pendia, dans le département du Mungo. Les flammes ardentes ont déclenché donc aux environs de 2 heures, réduisant en cendres maisons et commerces. Le récit des faits avec Jacques Molon, Julien Berthe-Bissaï. Déclenché au beau milieu de la nuit, des flammes en furie consument plusieurs commerces et maisons d'habitation. Il est 2 heures du matin et les habitants du quartier Balebon à Pendia tentent d'éteindre le feu. Au petit matin, voici ce qui reste de l'incendie. Vêtements, ustensiles de cuisine et mobilier de maison sont réduits en cendres. On peut prendre le quartier, on s'est donné à fond. Dieu merci, il y a eu peut-être juste du matériel, mais la vie humaine a été sauvée. Malgré que 3 de nos collègues sont à l'hôpital, on a fait l'essentiel et le pire a été derrière nous. Certains rescapés n'en reviennent toujours pas d'avoir échappé à la mort. Le feu avait déjà pris mon lit. Hey, hein? Je suis sauté sur le lit. Mais je veux arrêter le lit. Mon téléphone était en bas de la mousse. Même le temps de prendre ce téléphone-là. L'idée ne m'est pas venue. Voilà qu'à ma grande surprise, je me place dehors. Je vois les gens sont pleins dehors. Le feu, faya. Moi aussi, je me mets à crier, faya. Je n'avais pas de possibilité à prendre quelque chose. Rien, ni à faire de rien. Si jusqu'ici, les causes de cet incendie sont inconnues, d'importants dégâts matériels sont évalués à des millions de francs CFA.
Et dans la région de l'Ouest Cameroun, des agents de la compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun sont aux abois. Il s'agit notamment de ceux opérant dans le transfert, le retrait numérique d'agents dans le département du Konki ainsi que celui de la MIFI. Ces derniers ont vu leur collecte de près de 30 millions emportés par un sous-traitant. Face donc à l'indifférence de l'agence régionale de l'opérateur de téléphonie mobile, ils ont donc effectué un sitting pour dénoncer une filouterie et un abus de confiance. La direction générale d'MTN Cameroun n'a pas encore réagi. Comment limiter les violations des droits de l'homme dans un contexte de crispation politique? Le sujet préoccupe la société civile. Elle interpelle les pouvoirs publics et l'armée sur la préservation de la liberté de la presse dans un contexte de crise. Robert Moukoubé, Donald Brice, Kangan. Un caméraman d'Equinox Télévision arrêté et torturé, des journalistes interpellés et gardés pendant plusieurs jours. Le loup tribut de la presse lors des manifestations du 22 septembre dernier au Cameroun est encore frais dans les mémoires. Des images que la société civile ne souhaite plus voir se répéter. Il y a deux choses à faire. La première, c'est que nous, journalistes, on soit bien outillés sur les instruments nationaux et internationaux de défense des droits humains. Deuxième chose, que nous puissions nous appuyer sur un collectif d'avocats qui puisse nous porter assistance judiciaire si nous avons des soucis avec nos papiers. L'autre moyen de faire cesser les violations des droits humains et les entraves à la liberté de la presse, c'est d'aplanir les divergences entre les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les professionnels de médias dans le contexte de tensions politiques que connaît le Cameroun. Le journaliste, dans son rôle de journaliste, n'a pas à juger de la légalité ou bien de la non-légalité de telle ou telle manifestation. Le journaliste est là pour rendre l'information, pour regarder ce qui est en train d'être fait et le dire. Il est là pour le vu et entendu. Le journaliste camerounais exerçant au Cameroun se retrouve entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il doit respecter ce que dit la déontologie journalistique quant à la protection des sources d'information. Et de l'autre côté, il a une épée qui pèse sur sa tête parce qu'il risque de faire face à la loi sur la lutte contre le terrorisme qui parle des délits de non-dénonciation. À Douala, cette concertation suivie d'une formation a permis aux magistrats, forces de police, gendarmerie et avocats de partager leurs vues sur leurs missions respectives. Finalité, assurer une meilleure visibilité aux questions liées aux droits humains dans les médias pour consolider l'état de droit. Tout autre chose à présent, sur la route nationale numéro 5, la mise en place du nouveau dispositif de limitation de vitesse suscite de vives polémiques. Ces panneaux installés donc aux abords de la route au niveau de Kapa dans le Mungo entraînent une prise record de radar. Les usagers donc qui empruntent cette route depuis ce matin crient à la NAC. Ils affirment que les éléments de la gendarmerie profitent donc de la situation pour extorquer de l'argent aux usagers. Évoquons à présent ce difficile accès aux terres, les pratiques traditionnelles néfastes, le manque de financement sont entre autres mots qui freinent l'émancipation de la femme rurale au Cameroun. Pourtant, elle contribue à hauteur de 80% à la production agricole. Ces femmes, dans le département du Nyon-Ekele, région du centre, ont donc saisi dans l'occasion de leur journée à elles dédiée pour interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Joël Niem, Isabelle Carole Zopet. Au Cameroun, les femmes rurales qui jouent un rôle majeur pour la survie de la population éprouvent de multiples difficultés au quotidien pour assurer la sécurité alimentaire. À Biouha, dans le Nyon-Ekele, ces femmes, pour qui la terre n'a plus de secret, font face au difficile accès aux terres, au manque de moyens financiers et d'outils appropriés, et ont également du mal à écouler leurs produits. La femme rurale souffre trop. Il n'y a même pas de route. On est enclavé et le transport coûte trop cher. Réunies à l'occasion de la 25e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, les autorités locales ont exhorté ces femmes rurales du Nyon-Ekele à ne pas baisser les bras et à utiliser les moyens de bord pour approvisionner le pays. Continuer à développer les activités en milieu rural, comptant sur l'État du Cameroun, avec tout ce que l'État met à leur disposition.
Bien plus, à rester solidaire dans cette participation au développement du pays. Le message que je passe à la femme rurale, c'est tout simplement de demander à la femme de continuer et de demander aux femmes de s'organiser pour mieux encore faire mieux, c'est-à-dire de faire plus de champs, plus d'agriculture et l'élevage. Les femmes rurales, qui représentent en moyenne 43% de la main-d'œuvre agricole au Cameroun, implorent les autorités compétentes à leur octroyer l'assistance dont elles ont besoin afin de voir réellement leurs conditions de vie s'améliorer. En page magazine de ce journal, c'est un site touristique qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Le lac Boli, dans le département de la Sanaga-Maritime, est à l'abandon. Aucun entretien n'y est fait. Pourtant, chaque jour, ce site draine des foules qui viennent découvrir les merveilles de la nature. Suivons plutôt ce reportage d'Ekoka Lobé et de Xavier Foka. Si vous vous rendez à Mboli, une localité située à quelques encablures de Dizangue dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, vous êtes frappé par des palmeraies et des plantations d'Ivea, dont la culture est l'une des principales activités. Mboli, c'est aussi sa nature particulière, bercée par son calme et sa fraîcheur qui proviennent de ce lac. Et naturellement, la pêche et le commerce du poisson sont des activités incontournables. C'est vraiment merveilleux de voir la nature, de voir les poissons, comment les poissons s'amusent, comment les poissons se nourrissent dans l'eau. C'est vraiment une nature formidable. Et le poisson est tellement naturel parce qu'il sort tout droit de l'eau et aussitôt il est mis sur la braise. Mboli attire au quotidien plusieurs personnes, voire des familles entières, qui viennent se délecter des merveilles qu'offre la nature dans cette localité. Du mitumba, du poisson à la braise, arrosé du bon vin blanc. Le goût de ça. Le goût of ça. Tu vois, ça c'est le raffia. Mboli, c'est un point de chute, c'est un point de distraction pour toutes les populations de Dizangue. Et non seulement les habitants de Dizangue qui sont dans la plantation de Sapakam, mais nous avons également des gens qui viennent un peu de partout, des Déa, de Douala, des villes environnantes, des villages environnants, qui viennent toujours ici se divertir, passer du bon temps. Bien plus, la localité de Mboli est un lieu de retraite par excellence, loin du brouhaha que connaissent les grandes villes. Tous ceux qui vont partir de la ville, qui vont fuir les bruits, parce que ici c'est le calme. Pour tous ceux qui ont travaillé durant toute une semaine et qui veulent retrouver la paix. Parce que ici en Mboli, tu peux arriver le matin, tu rentres le soir et tu as une tête tranquille et tu as le temps d'aborder ton lundi tranquillement sans aucun problème. Malheureusement, malgré ces cadeaux offerts par la nature, Mboli est délaissé entre les mains des pêcheurs qui font ce qu'ils peuvent pour entretenir le coin et le garder attrayant. Je suis ici maintenant à la pause, 30 ans, que je pêche ici au lac Mboli. Depuis que je suis ici au lac Mboli, on n'a pas encore eu quelqu'un qui peut nous encadrer. On n'a pas eu de marché. Il y avait une femme ici à la commune, on l'appelait Manoué. Elle venait ici un jour avec 5 litres de vin rouge. Il nous a dit que vraiment, elle est avec nous. On a dit que bon, vous êtes avec nous, il faut le marché, on n'a rien. Et elle nous a prévu qu'elle va nous faire l'angar. Finalement, on a eu l'angar au compte de la mairie de Dizangue. Depuis ce jour-là, il a affecté ici, il n'y a plus de rien. Du coup, le lac Mboli se meurt, se dégrade au fil des années qui passent, au grand désarroi des visiteurs et même des pêcheurs. Or que tous les grands types, les grandes personnes viennent ici dans le marché Mboli. On n'a pas la place pour les accueillir. Ok. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? On demande maintenant que vraiment que
les forces. C'est un endroit qui est un endroit touristique. Ce serait important que les gens qui viennent du coin aient un petit coin pour eux, n'est-ce pas, où ils peuvent se mettre à l'aise le moment où ils ont bu du vin blanc ou bien le moment où ils ont mangé du poisson. C'est très important. Il faut qu'on prévoie, n'est-ce pas, peut-être des boucaros qui peuvent accueillir plus de monde et qui seront faits de manière traditionnelle. On s'asseyra comme on s'assoit d'habitude sur les bancs, n'est-ce pas, les troncs d'arbres ou bien des chaises en fait à base de bois. Les autorités, notamment municipales et celles en charge du tourisme, sont interpellées par les visiteurs du lac Mboli. Aux autorités, je dis vraiment, nous avons un endroit merveilleux ici. Faites quelque chose pour développer ce site qui est un grand site touristique qui pourra vraiment accueillir vous-même les autorités. Nous devons valoriser ce que nous avons dans notre pays. Notre pays est plein de richesses. Nous passons le temps à voyager pour aller découvrir ailleurs, alors que si nous aménageons le Cameroun, nous avons tout ici. Nous avons pas loin le lac Ossa, nous sommes ici à Mboli, un endroit super bien, que rien qu'en aménageant l'espace, chacun viendra déstresser, que le gouvernement nous aide à rendre cet endroit vraiment touristique dans le sens du terme. En attendant, Mboli continue de recevoir de nombreux visiteurs venus découvrir et savourer les merveilles du coin. Mettons à présent le cap sur la Guinée-Conakry pour retrouver nos envoyés spéciaux afin de vivre les dernières heures de la campagne électorale. Ce jour, le chef d'État sortant, Alpha Condé, a réuni ses partisans au stade du 28 septembre. Malgré la rumeur d'une tentative de coup d'État ce matin, Alpha Condé promet néanmoins de consolider le travail déjà commencé, tandis que ses partisans saluent les réalisations effectuées jusqu'ici et lui promettent donc une victoire certaine le 18 octobre prochain. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Gizogo. Après une tournée à l'intérieur de la Guinée, le candidat président Alpha Condé est donc revenu dans la capitale pour un meeting ici au stade du 28 septembre, le stade du 28 septembre de Conakry, qui a une forte valeur historique. Il faut se souvenir que c'est ici, même en septembre 1958, que Sékou Touré avait effectivement pris l'indépendance de ce pays en se démarquant de la France. Donc le professeur Alpha Condé était donc au stade du 28 septembre pour effectivement galvaniser ses troupes, galvaniser ses partisans et s'assurer ce troisième mandat qui aura fait couler tant d'encre et de salive, mais qui finalement se consolide avec un message qui est clair, celui du président Alpha Condé. Il s'agit d'un coup KO. Il faut comprendre par là qu'il s'agit d'une victoire envisagée dès le premier tour de cette élection. Cette fois-ci, on n'ira pas au deuxième tour, c'est un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Voilà, cette fois-ci, le professeur Alpha Condé, on ira aux urnes. Nous, c'est dans les urnes, il y aura la vérité. On va dire la vérité là-bas, c'est là-bas, on va gagner. C'est déjà fini. Les arguments développés par les partisans du professeur Alpha Condé sont clairs. Il s'agit d'un bilan éloquent depuis qu'il a pris la tête de la République de Guinée avec un nombre impressionnant de réalisations qui sont mises en avant. La route d'Abola, Koya, Kouroussa, il a commencé. Le courant, avant on n'avait pas le courant. Actuellement, vraiment, Dieu merci, tous les Conakrykas dit, veut dire merci au problème de courant. Le problème de courant est résolu. Le problème de l'eau est résolu. Le problème de l'électricité est résolu. Toutes les déclarations des partisans du professeur Alpha Condé sont unanimes. Ils ne le voient qu'à Sékou Touré, le palais présidentiel guinéen, dès le lendemain de l'élection présidentielle. À Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Et toujours sur le terrain de la campagne électorale, à quelques heures de ce scrutin présidentiel, les partisans du président sortant Alpha Condé et ceux de son principal challenger, Seylou Diallo, parcourent les villes pour pousser l'avantage vers leurs clients, donc de leur candidat, Donc à la suite de ces militants, nos envoyés spéciaux, Gizogo et Emmanuel Diop, une fois de plus. Ici, nous
sommes dans le quartier d'Ombo de Conakry, qui est un fief de Cellou Dalein Diallo, le principal adversaire du professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Et nous parcourons les rues de ce quartier avec les militants de Cellou Dalein Diallo, comme vous pouvez le constater derrière moi, qui sont véritablement en extase. Et comme on l'a aussi vu au camp Almami Samori Touré. Il est en train de travailler. C'est pourquoi les épouses militaires et les enfants militaires ont décidé d'organiser quelque chose pour lui. Donc pour prouver que vraiment que nous sommes du cœur avec lui. Nous sommes Alpha, nous sommes contents, 3e mandat. C'est ça. Oui, il a fait beaucoup de choses. Il a construit l'hôpital, beaucoup. Dieu merci. Dans le camp de Cellou Dalein Diallo, on croit dur comme fer qu'il sera le prochain président de la République de Guinée, que Cellou Dalein Diallo doit gagner la présidence de Sékou Touréa pour diriger la Guinée. On en a marre de la pauvreté, on a tellement souffert dans ce pays. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, maintenant là, la Guinée ne fait que souffrir. C'est un scandale géologique. La Guinée, libre et indépendamment, on a souhaité pour la liberté, on va mourir dans la liberté. Je le soutiens parce que dans le FNDC, il y avait assez de leaders qui étaient avec le FNDC. Où ils sont aujourd'hui? Mais le seul qui est resté et qui a eu le courage de continuer cette lutte. Vous pensez que j'irai ailleurs si ce n'est pas là-bas? Non, je suis là-bas. Alors qu'on annonce également le retour à Conakry du professeur Alpha Condé, c'est véritablement une campagne qui est partie sur des chapeaux de roue à quelques heures, à quelques jours de cette élection tant attendue. Depuis Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Gizogo. C'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Emmanuel Diop et Gizogo, que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Oui, après Nadine Yambou, après 2 tentatives infructueuses, Camerco annonce finalement pour le 18 octobre la reprise de ses activités. C'est le seul point comme élément du débrief du journal Nadine Yambou. Bonne soirée à vous et bon week-end, Nadine. Merci, bon week-end à vous, Serge Alain, ainsi qu'à vos invités. Voilà, rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant.